Bonjour Mélissa. Bonjour Françoise. Eh bien, pour célébrer ce 8 mars, nous allons vivre ensemble une expérience extraordinaire, émouvante. Nous avons pensé, Mélissa, nous avons passé à ce moment, à organiser ce moment pour deux raisons. D'abord, nos équipes, nos clients, nous-mêmes, nous souffrons de cette crise qui dure et il ne faut sans doute pas minimiser l'impact que cette crise a sur la santé mentale. C'est donc important de travailler avec nos équipes et je sais que beaucoup d'entre vous ont invité leurs équipes à nous rejoindre aujourd'hui. Alors Mélissa, l'année dernière, en 2020, nous avons déjà beaucoup travaillé toutes les deux sur les neurosciences et l'apport des neurosciences dans le management. Alors d'abord, Mélissa est expert comptable ou commissaire aux comptes. C'est une chère consoeur que j'accueille. Mais un petit peu plus, dis-nous, représente-nous ton parcours. Oui, alors moi j'ai pas voulu choisir entre l'expertise comptable et l'audit, donc j'ai décidé d'être auditeur conseil. Et aujourd'hui j'interviens auprès de mes confrères pour les accompagner parce que ce qu'ils font très bien c'est d'être présents pour leurs clients. Ce qu'ils ont des grosses difficultés à faire aujourd'hui, c'est de pouvoir être présent pour leurs collaborateurs. Et donc moi, je viens quelque part créer un lien entre leur management et les nouvelles façons de s'organiser, de travailler en cabinet par le biais de ce que j'ai appelé le neuromanagement et le neuroleadership, qui nous vient donc de toutes les connaissances qu'on a sur le fonctionnement cognitif. J'ai beaucoup apprécié le travail que nous avons fait et ce que nous continuons à faire Tu es là pour faire ce lien entre une science dont nous allons reparler tout à l'heure et la vie en cabinet. Je voudrais aussi, pour présenter la suite de cette séquence, te poser une question. C'est la journée de la femme, c'est donc forcément aussi l'association qui agit, la FEC agit pour la parité. Est-ce que tu sais que Paris 2024, ça tu sais ce qui va se passer Oui. Les Jeux Olympiques. Les Jeux Olympiques. C'est pas si loin, Paris 2024. Et puis, on a tellement besoin de perspectives. Donc, Paris 2024, les Jeux Olympiques, est-ce que tu sais que le Comité international des Jeux Olympiques a décidé que pour la première fois, ça sera donc historique, nous aurons des Jeux paritaires. Okay. Alors, toi qui es une jeune consoeur, moi, ça me parle parité. Mais toi, qu'est-ce que tu entends? Qu'est-ce que ça te dit, ce choix du Comité international olympique? Pourquoi? Alors, forcément, la parité, c'est quelque chose qui me parle et qui résonne. Après, on pense systématiquement à la parité homme-femme. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, on parle de plus en plus d'inclusion. Et en fait, je sais que ces jeux seront paritaires, notamment en termes de valides et handicapés. Et donc, ça a d'autant plus de sens. Pour moi, quand on décide de faire quelque chose comme ça, c'est comme un objectif qu'on se met. C'est-à-dire que le cerveau, il fonctionne comme un GPS. Tant qu'on n'a pas entré la destination, il ne sait pas dans quel sens partir. Donc, je trouve que c'est une bonne manière de se dire, OK, on s'est lancé un défi, un challenge, maintenant on y va. Et ça, je trouve ça vraiment bien. C'est bien, tu as raison, Mélissa, il faut se donner des objectifs et c'est comme ça qu'on avance. Alors, un moment un peu particulier qui va nous permettre d'accueillir Pauline Déroulède. Pauline, elle est athlète de haut niveau, elle est membre de l'équipe de France de tennis fauteuil et elle prépare activement ses Jeux Olympiques 2024. Mais avant d'accueillir Pauline, ensemble nous allons regarder ça.
Merci Pauline, merci. Bonjour. Bonjour d'abord, et merci aussi d'être là. C'est très fort ce film, c'est émouvant. On l'a regardé ensemble. C'est très joyeux aussi, Pauline. En tout cas, peut-être que c'est joyeux parce qu'il suffit de passer un peu de temps avec toi pour préparer cette émission, pour que tout de suite ce soit joyeux. Alors, est-ce que tu as envie de nous raconter ton histoire, Pauline ? Avec plaisir, je suis là pour ça. Merci. Bonjour à tous, je suis ravie d'être parmi vous aujourd'hui, en cette journée de la femme. J'ai fait le choix de commencer à vous raconter mon histoire à travers ces images, puisque je crois au pouvoir de l'image. Je viens du monde de l'audiovisuel. Je travaillais pendant longtemps dans le domaine de la télé. C'était ma vie d'avant. Il y a un peu plus de 2 ans. J'avais un poste d'assistante réalisatrice, voilà, dans lequel je m'épanouissais beaucoup. Et je faisais beaucoup de sport, je faisais énormément de sport. C'est vrai que ça a toujours été un moteur très fort pour moi, un pilier dans ma vie, dans mon équilibre de vie. Et peut-être que ça m'a donné une force pour la suite de ma vie. Le 27 octobre 2018, j'étais sur le trottoir, assise sur mon scooter, et j'attendais ma compagne. Et je ne sais pas pourquoi cette fois-là, j'ai gardé mon casque de moto qui m'a sauvé la vie. Et j'ai été percutée par une voiture par derrière. Et j'ai été projetée à 50 mètres. Et c'est vrai que j'ai tout de suite repris connaissance. C'est peut-être là le drame dans mon drame, c'est que j'ai tout vu, tout entendu. Et ça reste un traumatisme pour lequel il faut se soigner, il faut derrière. Et la première chose que j'ai vue, c'est ma jambe qui n'était plus là. J'ai eu la jambe arrachée sur le coup, en fait. Et c'est vrai que là, à cet instant précis, il se passe beaucoup de choses dans ma tête. Je crois que j'ai intégré tout de suite qu'il y avait une Pauline d'avant et qu'il allait y avoir une Pauline d'après. Et j'ai aussi intégré tout de suite que j'étais en vie et qu'il fallait, j'allais devoir rebondir. Donc j'ai été bien évidemment très vite secourue par des inconnus, par Tiffaine qui m'a rejoint au sol et qui a été le seul repère dans cette situation d'extrême urgence. J'ai été hospitalisée à l'hôpital militaire de Percy, qui est spécialisé dans les blessures de guerre, puisque c'est comme ça qu'on a appelé ce que j'avais, puisqu'une jambe arrachée sur la voie publique, c'est pas commun. Et la première question que j'ai posée au médecin, puisque dans ces moments-là, on se protège, le cerveau se protège, je pense, et on se dit, il va avoir une solution. Moi, dans ma tête, une jambe arrachée, ça n'existait pas. J'avais peur de tout, les accidents, le sang, l'hôpital. Voilà, j'étais dans un environnement confortable, donc c'est vrai que tout bascule à ce moment-là. Et donc, je demande au médecin, est-ce que vous allez me recoller ma jambe ? Puisque je m'étais dit... avec beaucoup de certitude qu'on pouvait le faire. Et malheureusement, il m'a tout de suite dit que ça n'allait pas être possible, malheureusement. Et voilà, donc là, on plonge dans un autre monde. On se laisse porter aussi par le personnel qui nous prend en charge, beaucoup de médicaments. Et quelques heures après,
en salle de réveil, quelques heures après la première opération que j'ai subie. Je me suis réveillée et j'avais tout de suite mes proches, ma famille autour de moi. Et ça a été très important pour moi tout le long de ma reconstruction. Et je leur ai dit cette phrase, un peu sur le ton de la rigolade, mais c'est quand même pourtant la première phrase que je leur ai dit. Je leur ai dit, je vais faire les Jeux paralympiques en 2024. À ce moment-là, je ne savais ni dans quelle discipline, ni comment, mais ça a tout de suite été le fil conducteur de cette reconstruction et cet objectif, ce nouvel objectif de vie, puisqu'il fallait en chercher un, en trouver un d'ambitieux pour survivre. Donc je leur ai dit ça. Je pense peut-être avec le recul que c'était une façon de les rassurer, pour leur dire que j'étais la même, que j'allais m'en sortir, et qu'encore une fois j'avais la chance d'être en vie et que ça n'avait pas de prix. Du coup, à ce moment-là, je rentre dans une phase d'hospitalisation intensive, beaucoup d'anesthésie générale pour changer le pansement, beaucoup de douleurs. C'est vrai qu'à ce moment-là, je parle souvent de l'envers du décor parce que je pense que c'est important d'en parler. Il n'y a pas que des moments joyeux. Je ne savais pas si j'avais encore envie d'être en vie dans cet état-là, avec une jambe en moins. Et c'est vrai que c'est mon entourage qui m'a beaucoup apporté. C'est l'amour de ma compagne Tiffaine qui m'a aussi sauvée. Je l'associe souvent à cet accident puisqu'on était là toutes les deux. Et c'est vrai que je pense avoir toujours été privilégiée pour avoir vécu cet événement avec elle et ne pas avoir été seule. Et comme j'étais à l'hôpital militaire de Percy, je raconte cette anecdote, la première soirée que j'ai passée, j'étais dans une détresse, forcément avec aucun repère, et le chef de service a été appelé pour me soutenir, et il m'a dit ouais, c'est vrai, il te manque quelque chose, mais dis-toi, tous les projets que tu as prévu de faire, ils sont juste reportés, c'est décalé. Et il m'a dit, tu es un de nos jeunes soldats. Et c'est vrai que moi j'ai toujours eu une admiration pour le corps militaire, pour les valeurs que ça véhicule, et cette phrase est restée en moi, et je me suis dit, ok, je suis un petit soldat, et la vie donne les plus durs combats à ses plus solides soldats. C'est une phrase qui m'a jamais quittée et qui m'a beaucoup portée, inspirée, puisque j'ai évolué encore une fois dans cet univers militaire. Donc on rentre dans des mois difficiles, beaucoup de souffrances, beaucoup de douleurs, avec le fait de subir cette inactivité. Moi, je devais être très passive, ne pas bouger, je tenais plus en place. C'était compliqué pour moi qui faisais minimum 2 heures de sport par jour, de rester inactive. Et puis vient, 4 mois après, le plus beau jour de ma vie, les premiers pas du reste de ma vie. Le 27 février 2019, 4 mois après, pile, j'ai pu remarcher grâce à une prothèse. Et c'est un moment fort, évidemment, que j'oublierai jamais. On n'est pas censé se souvenir de ses premiers pas, mais moi, je m'en souviendrai toute ma vie. Et voilà, ça a été, je pense, le début de ma nouvelle vie, où j'ai pu reprendre possession de mon corps, j'ai pu être à nouveau active et rentrer dans un entraînement intensif, puisque j'allais vers la rééducation, et que là, j'allais pouvoir enfin faire ce que j'aime, à savoir l'activité physique, la réathlétisation, pardon. Donc voilà, ça a été un moment très important que j'ai vécu évidemment toujours avec Tiffaine, qui a été là pour moi. J'oublierai jamais mes premiers pas, parce que c'est vrai que je me fais forcément miroir avec la fois où j'étais au sol et tout s'écroule, où tout bascule, où on se dit que la vie qui nous attend, elle va pas être la même, mais qu'elle va être difficile, et on ne sait pas à ce moment-là si on va pouvoir remarcher, on ne sait pas ce que c'est une prothèse. Moi j'appelais ça une attelle à l'époque, j'étais complètement naïve, et c'est vrai que ces premiers pas sont vraiment ceux du reste de ma vie. Donc je suis rentrée à ce moment-là dans une période de rééducation, entourée de combattants, de soldats qui revenaient d'opérations extérieures et qui se rééduquaient avec moi. Et ça a été finalement la partie que j'ai préférée, puisque j'ai fait énormément de sport, j'ai réappris la technique de la marche. Voilà, on pense que c'est facile, mais c'est vrai que quand c'est une extension de soi, en l'occurrence une prothèse,
c'est quand même un petit entraînement à faire, mais j'étais déterminée. J'étais déterminée avec toujours cet objectif de me donner les moyens de prétendre aux Jeux paralympiques en 2024. Et donc parallèlement à cette rééducation, j'ai postulé à un programme de détection organisé par le comité paralympique qui s'appelle La Relève et qui réunissait plusieurs fédérations de tous les sports en vue de chercher des nouveaux espoirs du sport français, justement en vue de ce grand événement en 2024. Et j'ai été sélectionnée, je suis allée à cette journée avec une prothèse que je venais d'avoir, tout juste, et j'ai rencontré plusieurs fédérations de tous les sports. À la base, j'y allais pour faire du triathlon, parce que le tennis a toujours été mon sport, mais j'avais beaucoup de préjugés sur le fauteuil roulant. Et il faut savoir que le tennis en handisport, ça se fait obligatoirement en fauteuil, peu importe l'handicap, qu'on soit amputé, paraplégique, on est tous en fauteuil. Et c'est vrai que l'idée de faire mon sport dans un fauteuil, c'était très compliqué pour moi. J'avais un blocage psychologique. J'avais d'ailleurs plusieurs fois refusé cette idée de mettre au tennis en fauteuil. Et puis ce jour-là, à ce programme de détection, il y a évidemment la Fédération française de tennis qui m'a sauté dessus, puisque j'avais un passif de joueuse valide. Et ils m'ont vendu du rêve, clairement. Ils m'ont vendu du rêve, ils m'ont dit que non seulement je pouvais faire les Jeux, mais qu'il y avait une chance de médaille, qu'il y avait vraiment un coup à jouer. Ils m'ont fait la cour, ils m'ont invité à Roland-Garros. J'ai rencontré mon modèle, le champion français Stéphane Houdet, qui a été numéro 1 mondial. Et je me suis tout de suite identifiée à cet homme-là, puisqu'on a le même handicap, on a le même passif de joueurs valides. Et il m'a dit cette phrase qui a été un déclic pour moi. Il m'a dit, tu sais Pauline, moi quand j'arrive sur un court de tennis, j'arrive debout, je me mets en fauteuil pour faire mon match et je repars debout. Et ça ne te dispensera jamais d'être debout dans la vraie vie. Puisque c'est vrai que moi j'avais peut-être cette fierté de pouvoir à nouveau être debout et je voulais en profiter et je voulais l'exprimer. Et à travers ce sport, je m'étais dit peut-être que je serais que en fauteuil. Et donc il m'a dit cette phrase et c'est vrai que je me suis dit ok, je vais essayer. Et j'ai essayé et j'ai adhéré tout de suite. C'était suffisamment physique pour moi. Au contraire, c'était beaucoup physique. Et l'aventure a démarré il y a 1 an et demi. J'ai fait les belles rencontres, notamment de ma coach qui m'accompagne depuis. Et ma nouvelle vie a démarré à ce moment-là. Désormais, je m'entraîne toute la semaine, tous les jours, 18 heures de tennis, 8 heures de préparation physique, avec cet objectif en ligne de mire, qui est une raison de me lever chaque matin, des Jeux paralympiques en 2024. Et ce qui est ironique finalement, c'est que j'aime cette vie, je suis très épanouie. Bien sûr, si demain on me rendait ma jambe, je la reprendrais. Mais j'ai toujours voulu, au fil de ces 2 ans qui viennent de s'écouler, transformer ce drame en quelque chose d'autre. Parce que j'avais la chance d'être en vie et que j'ai tout de suite intégré que j'avais cette chance-là. Parce qu'en rééducation, j'ai vu des choses horribles et j'ai tout de suite considéré qu'il y avait 1000 fois pire que moi et que je ne pouvais pas me plaindre. Je ne devais pas me plaindre et que ça n'allait pas me faire avancer et que j'avais trouvé le sport, le tennis, comme outil, comme nouvel outil de pouvoir m'exprimer et de pouvoir à nouveau vivre différemment. Donc l'objectif, Paris 2024. Depuis peu, je suis dans l'équipe de France de tennis fauteuil et je suis ravie. Donc ça, c'est vraiment un de mes objectifs principaux. J'ai un autre combat qui est le combat de la sécurité routière, puisque l'automobiliste qui m'a fauché avait 92 ans et s'est reposé la question des seniors au volant. Et c'est vrai qu'après avoir repris mes esprits quelques mois après cet accident, je me suis dit que c'était pas possible qu'en France on ait un permis de conduire de manière illimitée, que dans tous les autres pays d'Europe on avait des mesures, on avait des contrôles, des tests réguliers qu'on faisait repasser aux gens et que c'était un moyen de protéger finalement la population et parce que moi je me suis toujours dit que j'aimerais pas être à ma place, en l'occurrence j'y suis, mais j'aimerais pas non plus être à la place de celui qui m'a fauché parce que personne n'a envie d'avoir ça sur la conscience. Et voilà, j'ai commencé ce combat-là qui est un combat politique. J'ai fait plusieurs rencontres de personnalités politiques. Ça a démarré à l'époque par le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner. Et ça m'a ouvert les portes sur ce monde-là qui m'était totalement inconnu.
mais voilà, dans lequel il fallait que je m'engage, puisqu'il faut convaincre le pouvoir, le gouvernement, il faut les rassurer. Moi, je pense que l'opinion publique est prête à accueillir de nouvelles mesures. Et le projet de loi sur lequel on travaille maintenant, c'est un projet sur lequel on mettrait en place des tests d'aptitude à la conduite pour tous les conducteurs. Pas seulement les personnes âgées, mais pour tous les conducteurs. Et évidemment, le plus gros chantier, c'est pour ça que c'est un long combat, mais j'y crois dur comme fer et j'ai une confiance inébranlable dans le fait que ça se fera, c'est de trouver des solutions alternatives de mobilité, de proposer d'autres moyens de se déplacer aux gens qui ne pourront plus conduire. Et ça, c'est très très important de le dire. Donc je disais tout à l'heure que je me considérais comme un petit soldat, modestement. Et là encore, je me sens investie de cette mission. Là encore, je pense que ça donnerait du sens à ce qui m'est arrivé et surtout ce qui arrive à d'autres personnes. Puisque il se trouve que j'ai été exposée médiatiquement et j'ai reçu énormément de témoignages de vie qui m'ont bouleversée. Et ça m'a donné et ça me donne encore aujourd'hui beaucoup de force parce qu'il y a beaucoup de personnes dans l'ombre qui souffrent, qui ont souffert. Et quel que soit l'accident de vie qu'on peut rencontrer, il faut être capable, et je pense qu'en nous, on a tous les ressources pour rebondir. Moi, je dis souvent que je me sens absolument pas plus forte que les autres. Ce qui s'est passé, c'est que dans une situation encore une fois très extrême, il se passe quelque chose, c'est l'instinct de survie qui prend le dessus, et ça, c'est plus fort que tout. C'est plus fort que tout et on se transcende. Et c'est pour ça que le thème de cette conférence est se transcender après une épreuve, parce que je pense que chacun à son niveau, on peut rebondir, on peut transformer en quelque chose d'autre. Et voilà, c'est très important. Mon leitmotiv, je dirais que c'est plus le time, parce que forcément, quand on a eu un accident de vie, la perspective, la vision qu'on a de la vie change. Moi, quand je vois ce que j'ai fait en 2 ans, je suis très fière, je suis très épanouie, en tout cas j'essaie de l'être. Bien sûr, je ne mens jamais, je parle de l'envers du décor, parce que c'est ok de ne pas bien aller, parfois. Mais voilà, ça ne dure jamais dans le temps et je suis très bien entourée. En 2 ans, j'ai fait du tennis, j'ai dansé, j'ai skié, j'ai couru, j'ai fait beaucoup de choses. Et voilà, je me dis que c'est une vie intense, extraordinaire, que je n'aurais certainement pas vécue si je n'avais pas eu cet accident. Encore une fois, bien sûr que j'étais très épanouie avant et que j'aurais pu rester dans cette vie-là. Mais voilà, c'est derrière moi et j'ai plus le time. Donc c'est la phrase que je me dis tous les jours. Et je pense que c'est universel de se le dire, surtout par les temps qui courent, les temps durs, les temps sont durs. Mais moi je dirais une seule chose, c'est les temps sont durs, mais tenez bon, puisque après la tempête refleurissent toujours les pâquerettes. Merci à vous. Merci beaucoup Pauline pour ce témoignage ô combien positif, émouvant, enfin tout ce dont on a besoin aujourd'hui. Maintenant, on va essayer de comprendre ce mécanisme que tu as témoigné, sur lequel tu as témoigné. Il faut qu'on comprenne un peu ce qui se passe et est-ce qu'on est capable, nous aussi, de rebondir à des épreuves, quelles qu'elles soient. Alors pour ce faire, je vais accueillir Erwan Devez, qui est consultant en neuromanagement, neuroleadership, que vous connaissez parce que nous l'avons déjà vu au congrès de l'Ordre des experts comptables au mois d'octobre. Il est aussi, Erwan, spécialisé dans la gestion de crise. Bonjour Erwan. Bonjour Françoise. Très beau témoignage. C'était extrêmement émouvant, extrêmement émouvant. Il y a tellement à dire, au travers de ce témoignage. Dis-moi Erwan, il faut être un super-héros pour faire ça. Il y a des clés pour comprendre comment on fait pour ne pas tomber dans l'ambiance morose, dans la déprime ambiante, enfin tout ce qui nous pend au nez si on ne fait pas quelque chose. Il faut être un super-héros ou une super-héroïne ? Non. Il ne faut surtout pas être un super-héros. Je vais vous expliquer tout à l'heure pourquoi. C'est tellement important. Il faut arrêter d'héroïser comme ça la résilience. Parce que le risque, si l'on fait cela, il y a 2 risques en fait. D'abord, les résilients ne sont pas des super-héros. Donc il faut arrêter avec ce mythe. Et puis, si on héroïse les résilients, eh bien évidemment, on met 99% de la population sur le quai. Ça veut dire que les gens vont se dire, bon, c'est très bien la résilience, Pauline est formidable, mais moi,
j'ai mes difficultés dans la période actuelle, mais la résilience ne m'est pas ouverte, ne m'est pas proposée. Donc non, 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 la résilience, c'est l'affaire de tous. Et ça, c'est le premier message. Merci beaucoup, Erwan. On va te laisser nous conduire sur ces chemins de la résilience parce qu'on en a besoin, parce que nos équipes en ont besoin. On t'écoute. Merci beaucoup Françoise et bravo. Bravo pour tout ce que vous faites au niveau de l'association Femmes Experts Comptables et puis un merci tout particulier évidemment à l'Ordre qui nous accueille aujourd'hui. Alors on va parler aujourd'hui, j'ai 20 minutes pour essayer de résumer la résilience. Alors c'est plutôt difficile mais je vais commencer par cette magnifique phrase de Viktor Frankl. Viktor Frankl, c'est un neuropsychiatre autrichien qui a été un survivant des camps de la Seconde Guerre mondiale et qui dit cette phrase magnifique et je pense que c'est la plus belle citation exprimant la résilience. Il est possible de trouver un sens à l'existence, même dans une situation désespérée, où il est impossible de changer son destin. L'important est de faire appel au potentiel le plus élevé de l'être humain, celui de transformer une tragédie personnelle en victoire, une souffrance en réalisation. Tout est là, tout est dit, c'est ça, exactement cela, la résilience. Alors, on traverse depuis un an un contexte extrêmement particulier. La Covid nous a bouleversés, nous a challengés, nous a éprouvés et on est aujourd'hui dans une situation, quand je dis nous, c'est collectivement, hein, au niveau de notre pays, on est dans une situation difficile. En particulier psychologiquement. Alors, on est en fait, en neuropsychologie, on explique très bien ce moment clé, on est en pleine impuissance apprise. C'est quoi l'impuissance apprise? C'est un concept qui a été développé par un neuropsy américain qui s'appelle Martin Seligman et qui, en fait, est la résultante de, vous savez, quand vous recevez des coups sur la tête, vous recevez des stimuli négatifs, mois après mois, sans avoir aucun contrôle. En ayant vraiment le sentiment que de toute façon vous ne pouvez rien faire, pour changer la donne. Et donc quand vous avez comme ça cette succession d'épreuves associée à un manque de perspective, c'est-à-dire qu'aujourd'hui nous n'avons pas une date de sortie de crise, quand vous avez d'un côté la multiplication des épreuves et de l'autre côté l'absence de perspective de sortie de crise, eh bien vous avez un état de résignation. À un moment donné où vous lâchez l'affaire. Il y a un moment donné où vous dites non mais de toute façon à quoi bon? On ne maîtrise rien. Il y a encore un autre variant qui vient de sortir hier. Qu'est-ce qui va arriver? Qu'est-ce que je vais devenir? Etc. etc. On est en plein dans ce mécanisme individuel et collectif aujourd'hui. Alors évidemment l'impuissance apprise, eh bien, elle a un certain nombre d'effets. Alors elle va nous plonger collectivement dans un état de pessimisme ambiant. On va évidemment avoir des problématiques d'estime de soi, des phénomènes d'autodépréciation. Est-ce que je suis à la hauteur? Je suis ceci, je suis cela. Et évidemment, une baisse de motivation derrière tout cela, une baisse de motivation aussi pour trouver des solutions. On est juste fatigué, on est comme un boxeur qui se retrouverait dans les cordes. Et en plus de tout cela, évidemment, et c'est ce qu'on commence à percevoir ici et là, il faut faire extrêmement attention, nous pouvons avoir une augmentation des ressentiments, des mouvements de colère, du sentiment d'injustice, et ce qui se traduit, eh bien, la traduction dans nos métiers, dans vos métiers en tant qu'auditeur, expert comptable et dans mon métier, on le voit bien depuis quelques semaines, il y a une augmentation assez importante, assez vertigineuse, des arrêts maladie, des personnes commencent à vriller, pour parler couramment, des personnes aussi que l'on n'attendait pas forcément. Moi je vois très bien depuis un an dans ma pratique professionnelle, je vois que ces dernières semaines, des managers, des leaders que j'imaginais assez solides, eh bien à leur tour, ils commencent à donner des signes de fatigue. Alors la difficulté évidemment dans ce contexte, c'est en fait de devenir l'otage. Alors l'otage entre quoi et quoi? L'otage entre le passé, les ruminations. Vous allez vous dire, et si j'avais fait ceci, si j'avais fait cela, et si j'avais déménagé il y a 2 ans, et si j'avais changé de boulot, etc., etc. Les ruminations d'un côté, et puis les anticipations anxieuses de l'autre. Alors c'est quoi les anticipations anxieuses? C'est notre cerveau, en fait, vous savez, il est configuré pour imaginer le pire.
le cerveau déteste l'incertitude. Il a horreur de l'incertitude. Donc à chaque fois qu'il va détecter un foyer d'incertitude, eh bien, il va essayer d'anticiper l'avenir. Mais le problème, c'est que quand nous sommes, comme nous le sommes aujourd'hui, dans un contexte de crise, eh bien, nous n'allons retenir que le pire scénario. C'est-à-dire, et s'il y a un nouveau variant, et si la vaccination ne marche pas, et si ma boîte fait faillite, et si. Et c'est ce biais de négativité aujourd'hui contre lequel il faut essayer de lutter, qui nous tire vers le bas, en fait, qui nous oblige un petit peu à voir les choses sous un angle catastrophiste. Et disons-le très nettement, l'environnement ne nous aide pas. Enfin, je ne sais pas si vous avez vu depuis un an ces décomptes macabres, matin, midi et soir sur tous les écrans. Comment voulez-vous qu'un cerveau normalement constitué arrive à survivre à tout cela? Donc il y a vraiment une dimension aujourd'hui collective par rapport à cette crise du Covid, et on va voir maintenant comment on peut essayer de rebondir, de se redresser et de repartir de l'avant, parce que c'est bien cela aujourd'hui qui est attendu pour nous à titre personnel et aussi au niveau sociétal. Hein. Vos présidents tout à l'heure ont parlé d'engagement citoyen, ils ont parlé de sens. Eh bien voilà, nous y sommes. Nous y sommes, c'est aujourd'hui. Alors, la résilience, c'est quoi ? Si on veut résumer la résilience une phrase, on dirait que c'est en fait à partir d'un traumatisme, après un traumatisme, c'est initier un nouveau stade de développement. Et pour cela, eh bien, il faut arriver à modifier sa représentation mentale, en fait, de ce qui nous arrive. Et tout l'enjeu, en fait, vous savez, pour le cerveau, la réalité n'est pas si intéressante que ça. La réalité, vous savez, elle est très fluctuante, elle est très subjective. Ce qui est important, c'est la représentation mentale de ce que nous vivons. Pauline a modifié la représentation mentale de ce qu'elle a vécu depuis 2 ans pour se fixer de nouveaux objectifs. Et donc cette mise à distance, en fait, du souvenir traumatique, eh bien évidemment, c'est l'étape fondamentale de la résilience, afin de construire progressivement un récit de soi qui soit cohérent, apaisé et porteur d'espoir pour l'avenir. Et donc pour cela, eh bien, il faut se focaliser sur de nouveaux objectifs, sur de nouveaux accomplissements, sur des choses que nous n'aurions jamais faites si la crise n'était pas venue ou si le trauma n'était pas venu. Et là, on parle de croissance post-traumatique, c'est-à-dire je grandis, je m'épanouis, je m'accomplis, non pas en dépit de mon trauma, mais grâce à mon trauma. Et vous savez, moi j'ai vécu 10 ans de guerre dans une précédente vie, et je peux vous dire que les crises ont ceci de particulier qu'elles nous renvoient toujours à l'essentiel. Donc les crises sont éminemment utiles, et on peut en tirer beaucoup, et on peut progresser de façon absolument exceptionnelle à partir d'une crise. Alors, les bases de la résilience, en fait, il y a 2 leviers d'action. Quand on est face à une situation difficile, d'abord, le soutien. Le soutien est absolument primordial. Pauline l'a mentionné tout à l'heure, le soutien de ses proches, le soutien de son ami, etc. Sans cette présence sécurisante, sans ce soutien, il est difficile d'entamer un processus de résilience. Vous savez, la solitude, en général, ce qui dit solitude dit rumination et dit aggravation en fait, de nos syndromes psychotraumatiques. Donc, soutien. Et puis, immédiatement à côté, le sens. Le sens que je vais donner à ce trauma, le sens que je vais donner à mon action. Encore une fois, ce n'est pas la réalité qui compte, c'est l'image que l'on va se construire d'une situation donnée. Alors, on en parlait en tout début, une chose extrêmement importante, la résilience est tout sauf un concours de héros. Et évidemment, souvent des profils exceptionnels comme Pauline, comme Philippe Croizon et autres sont présentés dans les médias avec un petit peu cet aspect comme ça héroïsant. Moi je le comprends tout à fait, mais c'est un petit peu dangereux parce que les résilients sont les premiers à dire qu'ils ne sont pas des héros. Ils ne veulent certainement pas être pris comme des héros. Peut-être comme des exemples,
mais certainement pas comme des héros. Donc il faut balayer cette histoire d'héroïsation et surtout, comme je le disais tout à l'heure, si on considère les résilients comme des héros, on laisse 99% des gens sur le bas-côté, sur le côté de la route, en leur disant « écoutez, la résilience, ce n'est pas pour vous ». Alors que la résilience, c'est pour chacun de nous. Donc aujourd'hui, nous traversons des moments difficiles, nous avons tous différents traumas, nous avons tous des vécus, des histoires. Donc il ne s'agit pas de comparer, de se dire oui mais ça c'est moins important. Non, il s'agit de se préparer à se mettre dans les conditions optimales pour engager en fait ces processus de résilience. Alors, un point qui est très important, c'est l'acceptation. L'acceptation au sens « je prends acte de ». Moi, souvent, on me dit, et parfois, en particulier, des gens qui ont subi de très lourds traumas, me disent « mais moi, je ne veux pas accepter. Je n'accepte pas mon état. Je ne veux pas capituler. Je ne veux pas me renier. » Mais personne ne vous demande de vous renier. L'acceptation au sens de « je prends acte d'une situation nouvelle ». Tous les chefs d'entreprise depuis un an doivent faire cet effort de se dire « ok, la situation est différente, on va travailler autrement ». Mais si vous restez dans le déni, eh bien vous ne pouvez pas engager le moindre processus résilient. Donc l'acceptation, encore une fois, ce n'est pas une faiblesse, ce n'est pas une défaite de la pensée. L'acceptation, c'est la condition sine qua non du nouveau départ. Alors, pour activer sa résilience, eh bien, il y a des freins et puis il y a ce qu'on appelle, nous en neuropsy, des tuteurs de résilience, c'est-à-dire des actions en fait, qui facilitent le processus résilient. Alors, très rapidement, les freins, la solitude, on en a parlé, le déni, on en a parlé, l'héroïsation, on en a parlé, l'impatience aussi. Ça, c'est typiquement résilient. D'ailleurs, dans Plus le Time de Pauline, on sent cette impatience. Alors l'impatience, elle est formidable parce qu'elle peut être un moteur, mais il faut aussi s'en méfier quand on est dans des processus de résilience parce qu'elle peut nous donner une pression un petit peu trop importante et la tyrannie du temps, là, peut de temps en temps un petit peu nous mener la vie dure. Donc, on a tout le temps. On a tout le temps et je vais vous dire pour le cerveau, je vais donner un secret du cerveau. Plus vous allez vous extirper de la tyrannie du temps, et paradoxalement, plus vous allez aller vite. C'est-à-dire que quand vous dites « Allez, moi, dans 3 mois, je dois faire ça », c'est le meilleur moyen pour bloquer le cerveau. Quand vous dites « Ok, moi, je vais m'engager à 300% sur mes objectifs, et on verra en temps utile où j'en suis ». Alors là, vous libérez l'énergie mentale comme jamais, et là, vous allez très vite. Donc, les tuteurs de résilience, la parole, évidemment, l'écriture, l'action. L'action est évidemment le moteur de la résilience. Et puis, il y a un autre point aussi dont je voudrais parler qui concerne l'altruisme, la coopération. Vous savez, le cerveau finalement est magnifiquement fait. Quand vous faites une action qui vous provoque du plaisir, vous avez des petites décharges de dopamine dans votre cerveau. Très bien. Vous achetez quelque chose, vous achetez une paire de chaussures, une voiture, etc. Vous aurez des décharges de dopamine. Mais plus vous allez consommer ou acheter, et plus vous allez solliciter ce circuit dopaminergique, et plus ce circuit va un peu s'éroder. Donc vous deviendrez addict. Il faudra toujours plus pour avoir le même niveau de plaisir. C'est ce qu'on appelle l'habituation hédonique. Mais dans l'activité du cerveau, il y a une seule chose qui n'est pas soumise à cette habituation hédonique, c'est quand vous aidez. Quand vous êtes dans l'altruisme, quand vous êtes dans la coopération, quand vous êtes dans l'aide inconditionnelle, eh bien vous nourrissez votre cerveau en profondeur et ça n'a aucune limite. Donc aujourd'hui, vos présidents, encore une fois tout à l'heure, ont parlé de cela, de cet engagement au sein de vos équipes, cet engagement auprès de vos clients. Il ne faut pas sous-estimer cette dimension de la coopération, cette dimension de l'altruisme pragmatique, c'est-à-dire je me mets dans l'action et on va s'en sortir. Ce n'est pas des mots, c'est une réalité neurobiologique. Alors, pour développer sa croissance post-traumatique, alors j'aime beaucoup cette phrase d'Einstein, j'aime beaucoup Einstein en règle générale parce qu'il a tout compris 70 ans avant tout le monde et avant l'IRM fonctionnel. Aucun problème ne peut être résolu sans changer le niveau de conscience qui l'a engendré. Et c'est vrai que cette période particulière, cette dernière année, eh bien elle nous oblige
Elle nous oblige à élever notre niveau de conscience, à changer notre façon de voir les choses. Et en particulier sur 3 aspects, la transformation personnelle, la transformation relationnelle et la transformation spirituelle. Alors un mot sur ces 3 dimensions parce que c'est absolument très très important dans ce que nous vivons aujourd'hui. La transformation personnelle, alors évidemment on comprend bien que c'est aller chercher des forces en nous. Ça c'est assez clair. Pauline est allée chercher des forces en elle, invraisemblables, pour se remettre debout, pour remarcher, pour se lancer ce nouveau défi. Mais c'est aussi, et ça on n'y pense pas souvent, et c'est au moins aussi important, c'est aussi conscientiser ses faiblesses, les comprendre, avoir une certaine bienveillance envers sa vulnérabilité. Et c'est pour ça que tout à l'heure je vous disais, les résilients ne sont pas des super-héros. Les résilients sont des gens à qui il est arrivé des choses un petit peu extraordinaires et qui font avec pour essayer de s'en sortir. Voilà ce que sont les résilients. Et donc ils ont une part de vulnérabilité qui est là, et qui est extrêmement importante. Vous savez, un parcours de résilience, ce n'est pas un parcours linéaire de bas en haut. Un parcours de résilience, on fait des progrès, après on a des petits stades, des petits retours en arrière, des moments de moins bien, mais on continue, on s'accroche. Et les échecs, les petits moments de moins bien font partie intégrante du processus de résilience. Donc il faut aussi apprendre à aimer ces fragilités, à les assumer, et à ne pas en avoir honte ou à ne pas être dans le déni. Et puis ce qui caractérise enfin, un dernier point sur les résilients, c'est que les résilients, vous savez, ils refusent par-dessus tout de se victimiser. Ils ne veulent pas être réduits à leur traumatisme. Donc dans le processus mental des résilients, évidemment, c'est extrêmement fort. Moi, je parle souvent de l'orgueil des résilients. Vous savez, une chose, par exemple, en général, les résilients occupent le terrain. Parce qu'ils n'apprécient pas beaucoup qu'on les mette, qu'on leur pose des questions qui les gênent, ou etc., ou qui les embarrassent. Donc on va occuper le terrain. C'est une forme de défense. On va utiliser l'humour, par exemple, qui est extrêmement importante. L'autodérision, qui est extrêmement importante. Je pense à mon ami Philippe Croison, qui, lui, pratique l'autodérision du matin au soir. Mais soyons clairs, c'est pas juste parce qu'il a envie de faire rire ou parce qu'il a une nature comique. C'est aussi une forme de protection. C'est aussi une forme d'essayer de tourner ça un petit peu en dérision pour aller au-delà de la souffrance, aller au-delà du trauma. Et vous savez, les résilients se cachent souvent pour pleurer. Les résilients ont cet orgueil qui vont les mouvoir, qui vont leur donner une énergie extraordinaire, mais quand ça ne va pas, eh bien, ils restent un petit peu cachés. La transformation des relations. Là, on est en train de vivre quelque chose d'absolument unique depuis 1 an. Vous savez, quand on est sous le feu du regard social, tiens, qu'est-ce que va penser l'autre, machin, est-ce que je suis assez ceci, assez cela, etc. On le voit dans les questions d'ailleurs de parité au passage. Quand on est sous le feu du regard social, on devient otage. On devient otage en fait du regard de l'autre. Les moments de crise, et Dieu sait si j'en ai traversé dans ma vie, je peux vous dire, les moments de crise ont cette vertu de faire voler en éclats toutes ces questions un petit peu, finalement on va tomber le masque, sans mauvais jeu de mots. Mais c'est bien cela, c'est-à-dire qu'on va essayer de rechercher de l'authenticité, de la vérité, de la sincérité dans les relations. On en a ras-le-bol de ces trucs qui nous ont pollué la vie pendant 20 ans. Donc on veut aller à l'essentiel. Et donc évidemment, ce mécanisme, eh bien, il va avoir pour effet de transformer un petit peu ces relations. C'est-à-dire qu'on va aller se rapprocher de certaines personnes en très peu de temps. En une conversation de 2 heures, on va se dire, tiens, mais c'est incroyable comme j'ai des atomes crochus avec cette personne, on est sur la même longueur d'onde, et on va aussi se distancier, c'est vrai, d'un certain nombre d'autres personnes, parce que la crise aura un petit peu modifié notre façon de voir les choses. Et donc cette transformation relationnelle, elle est à l'œuvre, on va aller, c'est une belle expression, on va privilégier les relations d'âme à âme, beaucoup plus que des relations d'intérêt ou des relations de paraître. Et donc encore une fois,
la crise a cette vertu-là. Donc il faut aujourd'hui, non pas, je ne suis pas bisounours ou dans le pays de oui-oui, mais il faut aussi pouvoir se dire, la crise va énormément m'apporter, va pouvoir me faire progresser et évoluer en tant que personne. Et la troisième transformation, eh bien, c'est une transformation beaucoup plus spirituelle. Regardez les discussions que nous avons collectivement depuis un an sur la vie, sur la maladie, sur la mort. Regardez à quel point nous avions oublié la mort, au principe d'être protégé de tout, avec cette illusion de se savoir de protéger de tout. Mais c'est une illusion absolue. Et aujourd'hui, effectivement, on redécouvre notre finitude, on redécouvre que nous avons effectivement une mort au bout du chemin, réelle ou symbolique, hein, évidemment. Perdre son emploi est une mort symbolique et qui est évidemment importante à traiter. Et donc là, derrière tout cela, eh bien, se dessine quoi? Se dessine la question du sens. Le sens de mon action. Pourquoi je me lève le matin? Qu'est-ce que je vais apporter à mes équipes, à ma famille, à mes proches, à mon entreprise, à mon pays, à la planète? Et ces questions fondamentales que l'hyperconsommation avait un petit peu mis de côté, aussi une espèce de un comportement un peu individualisme, un hyper-individualisme avait mis de côté, ces questions elles reviennent à la surface. Tant mieux. Il était temps, il était plus que temps. Donc aujourd'hui, cette crise va effectivement nous faire évoluer et dans le meilleur des scénarios, peut-être, va nous permettre d'élever notre niveau de conscience. Un dernier mot, et après je m'arrête là parce que je suis toujours très bavard, sur la pensée positive. Vous savez, en France, on aime bien ricaner. On sait tout sur tout. La pensée positive, ça fait souvent sourire. On se dit, moi-même, quand je vais dans les entreprises et que je parle de la pensée positive, parfois, je vois très bien certains des jeux qui se disent, oui, bon, c'est encore des histoires de développement personnel, il n'y a pas beaucoup de... Voilà, c'est pas très sérieux. La pensée positive, vous savez, les meilleurs centres de recherche en neurosciences depuis des décennies travaillent dessus pour savoir quelles sont les traductions au niveau neurobiologique, au niveau structurel. Qu'est-ce que ça change dans le cerveau d'avoir un biais positif sur les choses? Et on s'est aperçu que non seulement quand vous avez un biais positif sur les choses, vous transformez le fonctionnement de votre cerveau, mais vous transformez aussi la structure de votre cerveau. C'est-à-dire que vous allez modifier votre cerveau de l'intérieur en ayant ce biais positif. Donc il ne s'agit pas, encore une fois, hein, j'insiste là-dessus, il ne s'agit pas d'être dans le pays de oui-oui, bisounours où tout va bien. On sait bien que ce n'est pas le cas. Mais il s'agit aujourd'hui de refuser ce jeu pervers du pessimisme, du catastrophisme ambiant qui nous est proposé à longueur de journée sur les télés d'information continue, sur les réseaux sociaux, etc. Il faut dire non. Parce que si nous n'avons pas cette force-là, nous allons polluer nos cerveaux et ils seront incapables de se mettre dans l'étape d'après, c'est-à-dire le rebond. Donc la pensée positive, structurée, sérieuse, aboutie, j'allais dire, elle est extrêmement importante pour aborder cette nouvelle période. Et un dernier mot, et je finis là-dessus. Je suis obligé de faire une référence aux stoïciens. Vous savez, ce qui est formidable aussi dans notre époque, c'est que on voit à quel point la pensée, par exemple, de certaines philosophies antiques est d'une actualité absolument extraordinaire. Je vous encourage tous à relire Épictète, à relire les stoïciens qui avaient tout compris du cerveau avant tout le monde. Et je vais conclure avec cette phrase de Marc Aurèle: « Donne-moi le courage de changer les choses que je peux changer, la sérénité d'accepter celles que je ne peux pas changer et la sagesse de distinguer entre les deux. » Ne perdez pas votre énergie. Elle est précieuse, elle est entamée depuis un an. Donc, focalisez-vous uniquement sur l'action positive, résolue, qui va vous faire avancer. Arrêtez de perdre votre temps avec ces flux anxiogènes qui détruisent votre cerveau à petit feu et attaquez-vous, comme le disent les stoïciens, sur ce que vous pouvez changer concrètement dans votre vie de tous les jours. Merci à tous. Eh bien, nous arrivons à la fin de cette réunion, de cette rencontre. Et
on ne laisserait pas partir nos invités. N'est-ce pas, Mélissa? C'est pour ça que tu as dit, il faut absolument, j'ai encore quelques questions à leur poser. Alors, vas-y. Alors, moi, je vais commencer. Déjà, merci Pauline pour ton témoignage. Alors, pour beaucoup de gens, je pense que le 27 octobre ne veut rien dire. J'ai bien compris que pour toi, c'était une date marquante. Et pour moi aussi, en fait, c'est marrant quand on rencontre une personne comme ça, on se dit, qu'est-ce qu'on va trouver comme point commun? Parce qu'il y a quand même, Erwan, je suis désolée, ce côté super-héroïne. Et en fait, quelque part, moi, c'est mon anniversaire et j'ai l'impression que c'est le premier jour de ta deuxième vie. Oui, c'est un nouvel anniversaire maintenant que je fête. Donc c'est vraiment quelque chose, je pense qu'on aura en commun pendant longtemps. Voilà, ce que j'avais vraiment envie de te poser comme question, et je pense qu'on pourra avoir l'avis d'Erwan sur ça, c'est que tu dis qu'il y avait vraiment cette phase difficile de te dire je me bats parce que j'ai envie de vivre, c'est indéniable, mais est-ce que j'ai envie de vivre comme ça, sans ma jambe? Et en fait, comment tu fais pour faire ce deuil? Parce que quelque part, j'imagine que c'est ça le plus difficile. Donc ce que je voudrais, c'est que tu nous dises comment tu as fait et qu'Erwan après enchaîne sur comment, d'un point de vue purement cérébral, comment on peut faire son deuil quelque part plus vite. Le processus de deuil est toujours en cours. Je dirais que c'est un long chemin de vraiment, encore une fois, de reconstruction. Moi, ce que je constate, c'est que je ne suis pas la même que celle que j'étais il y a un an. Donc le temps fait son effet, ça c'est quand même une réalité. Et voilà, je pense que j'ai vécu beaucoup de choses qui m'ont aidé à voir cet accident différemment. Mais l'année dernière encore, j'étais très en colère, puisque Erwan en a parlé. La moindre mini-injustice me faisait vraiment vriller, pour reprendre ton expression. Et c'est vrai que c'est difficile à vivre parce qu'on en voit partout. L'injustice, elle est vraiment partout dans notre monde. Mais il faut arriver à temporiser, il faut arriver à se calmer aussi. Donc c'est vraiment une reconstruction de tous les jours. Moi, le sport est un moyen d'expression dans lequel je m'exprime pour le coup. Et je pense que le deuil, j'arriverai à le faire dans quelques instants, je l'espère. Voilà, donc c'est un long chemin et peut-être qu'un jour je pourrais dire que je suis en paix. Et peut-être que ça sera le jour où j'aurai remporté la médaille d'or à Paris. Peut-être que ce sera le jour où le projet de loi pour les tests d'aptitude à la conduite passeront. Voilà, c'est des étapes à passer. Oui, alors ce qui est important en fait, c'est que la résilience, c'est un processus dynamique, c'est-à-dire que c'est un processus qui évolue dans le temps, c'est pas on-off. Et qu'il y ait des moments difficiles, qu'il y ait des moments de colère, d'injustice, etc., c'est tout à fait normal. Et elle en aura probablement pendant tout le reste de sa vie. Mais c'est pas très grave si, à côté de cela, il y a d'autres moments autour du sens, le sens de son action. Par exemple, Pauline était il y a quelques jours avec des petits bouts dans une classe primaire qui était complètement à fond et qui voyait Pauline comme, alors là pour le coup, l'héroïne invraisemblable. Vous vous rendez compte ce que ça fait, cette expérience-là? Ces petits-là qui étaient des dizaines et des dizaines, ils vont s'en souvenir toute leur vie. Et donc, quand, au travers de notre traumatisme, on arrive à transformer cette souffrance, c'est ce que disait Frankl, cette souffrance en réalisation, ça, jamais Pauline ne l'aurait fait si il ne lui était pas arrivé cet accident. Donc le sens, l'utilité va prendre le relais de la colère et de la souffrance. Et progressivement, mais encore une fois, il ne faut rien heurter, il ne faut rien dissimuler, il faut accepter les moments moins bien et les moments, mais progressivement ça va s'inverser. Et les réalisations, dans 3 ans, quand nous ne serons pas très loin d'ici, en train de voir Pauline sur le podium avec sa médaille d'or, eh bien Pauline évidemment se dira que c'est quand même, c'est pas rien, et nous aussi, on se dira que c'était quand même pas rien. Et l'Ordre, l'association des femmes experts comptables, on aura tous en mémoire le moment que nous passons aujourd'hui, parce qu'on se dira qu'on y est aussi un tout petit peu pour quelque chose, on aura quelques grammes de la médaille. Et donc, pour revenir plus sérieux, c'est le sens que l'on donne à son action, c'est la représentation mentale de son trauma. Encore une fois, le cerveau n'a pas une image très réelle de la réalité. La réalité, on la transforme, on la modifie, les souvenirs se modifient en permanence dans le cerveau. Donc c'est vers cela, voilà, c'est vers cela qu'il faut aller. Et le chemin parcouru par Pauline en si peu de temps est exceptionnel. Elle n'en a pas conscience parce que c'est encore très récent. Mais avec un petit peu de bouteille et d'expérience, je peux vous dire que le chemin qu'elle a fait est tout bonnement exceptionnel. Je me permets d'abréger parce qu'on n'a plus le time. C'est une expression que j'aime beaucoup parce que je suis souvent, je pense comme toi et comme beaucoup dans le métier, par Mons et par Vaux, entre des trains, des rendez-vous clients.
Et en fait, je voulais savoir, parce que tu te dis épanouie et ça se voit, comment tu fais pour être dans l'instant, alors que tu as l'air d'être tout le temps à 10 000 et que quelque part, pour moi, l'épanouissement vient du fait qu'à un moment, on arrive à se dire, ok, là, je suis dans l'instant et je profite pleinement. Parce que, alors ça a toujours été dans ma nature d'aller à 10 000, mais je pense que ça me tient en vie et c'est ce qui m'a sauvée aussi peut-être au moment de cet accident. Je suis quelqu'un d'entière et donc quand je fais quelque chose, quand je m'investis dans quelque chose, pour le coup, je suis vraiment là, je le fais pleinement, ce qui ne m'empêche pas derrière de faire autre chose, quelque chose d'autre pleinement, rien à voir quand je vois mes journées parfois où je passe du cours de tennis à un rendez-vous avec un ministre. C'est vrai que parfois je me dis mais qu'est-ce que je fais là? Mais c'est ça qui est nourrissant et Erwan en a beaucoup parlé. On veut donner du sens, on veut être utile, on a une nouvelle mission et moi c'est vraiment ce qui m'aide à me réaliser de jour en jour et voilà, c'est mon essence, c'est mon moteur de vivre à 100 à l'heure. Ça rime en plus. Merci Pauline. On va te laisser conclure sur ça parce que je pense que c'est... Oui, c'est un beau message. Eh bien, on va se quitter, mais pas finalement si longtemps, pas pour si longtemps. Je vous donne rendez-vous notamment sur l'espace privé de l'association où vous pouvez retrouver Erwan Devez dans des capsules vidéo qui vont pouvoir vous tenir encore sur ces bonnes ondes positives qu'il nous a transmises aujourd'hui. Donc rendez-vous sur notre site où tu produis des écrits et aussi des vidéos. Rendez-vous aussi avec Mélissa, avec qui nous animons des ateliers sur l'apport des neurosciences, notamment dans le management. Rendez-vous aussi avec Pauline, parce que je vous donne rendez-vous pour rejoindre le comité de soutien de Pauline JO 2024. Écrivez-nous. Si vous voulez, les cabinets qui sont à notre écoute, si vous avez envie d'accompagner Pauline, si vous avez envie qu'on se retrouve en bas du podium avec la médaille d'or, un tout petit peu, comme l'a dit Erwan, écrivez-moi, on verra comment on peut soutenir Pauline. Moi, j'ai envie que ça continue. En tout cas, merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout et j'espère que ça vous a beaucoup plu. Et vive la fête, célébrons ensemble la journée internationale des droits des femmes. Merci à vous. Merci à vous.